Alors maintenant, nous allons aborder le monitorage lors de l'épuration extra-rénale. Vous avez probablement été confronté à une membrane qui coagule, des machines qui plantent, parfois plusieurs fois par jour. Eh bien, avec une membrane convenablement monitorée, on peut éviter la quasi-totalité de ce genre de problème. Pour ça, il y a deux pressions très importantes à connaître. La première, c'est la perte de charge, ou le delta P. La perte de charge, c'est la différence entre la pression pré-filtre, donc la pression qui est à l'entrée du filtre, et la pression retour, la pression veineuse. Autrement dit, c'est la perte de charge longitudinale le long du filtre. Elle va refléter la résistance à l'écoulement du sang à l'intérieur des fibres creuses du filtre, à l'intérieur de nos macaronis. C'est un indicateur de la coagulation du filtre. Mais qu'est-ce qui va la faire varier ? Deux éléments. Le débit sanguin d'abord. S'il augmente, le delta P va augmenter, c'est logique. Et les résistances. Là, c'est la thrombose du filtre. Parmi nos 20 000 macaronis, un certain nombre vont être bouchés, ce qui va augmenter les résistances. Et souvent, dans ce cas, on pourra avoir une augmentation isolée de la pression pré-filtre. Donc on est d'accord, si le débit sang n'a pas été augmenté, delta P, la perte charge, ne doit pas changer. Si c'est le cas, c'est que le filtre est en train de se boucher et qu'il va falloir penser à le changer. Au niveau des normes, on peut se dire qu'à partir de 200 mm de mercure, il vaut mieux changer le filtre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le temps d'agir avant. Le patient est-il par exemple correctement anticoagulé ? Une question qui se pose. Deuxième pression à absolument connaître, la pression transmembranaire, la PTM. Elle représente la pression à travers la membrane et reflète cette fois-ci la perméabilité des pores de la membrane. Elle va nous indiquer non pas une coagulation, mais un colmatage si elle augmente. Donc un filtre qui sera saturé par le dépôt de substances présentes dans le plasma du patient sur les parois des capillaires. Il faut savoir que le colmatage est physiologique. Il est donc normal que cette pression augmente au cours du temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'un filtre est limité à 3 jours d'utilisation lorsque l'on fait de l'hémofiltration continue, même si le filtre semble fonctionnel. C'est pour qu'on ne soit pas tenté de faire circuler du sang dans un filtre qui circulerait très bien longitudinalement, alors que l'épuration ne se fait plus. L'objectif de l'ER, c'est d'épurer, pas de faire une promenade au sang du patient. La PTM dépend de 3 valeurs, la pression filtre, la pression retour et la pression effluent. Elle est calculée comme ça. La moyenne de la pression à l'intérieur du filtre, donc pression filtre plus pression retour, divisée par 2, à laquelle on va soustraire l'effluent. Heureusement pour nous, elle est calculée en continu par des machines, et il est primordial de renseigner la cinétique de son évolution sur les feuilles de surveillance. Elle est censée être constante au cours du temps, ou augmenter très lentement si les réglages n'ont pas changé. Elle devient inquiétante si elle augmente au-dessus de 250 voire 300 mm de mercure. Si c'est le cas, on a plusieurs moyens d'agir, mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir restituer le sang du malade avant qu'on ne puisse plus le faire. Alors on va aller un peu plus loin maintenant, et on va voir ensemble comment on peut optimiser une séance d'épuration extra-rénale. On est ici dans le cas d'une épuration extra-rénale continue, en hémofiltration, éventuellement en hémodiafiltration continue, mais avec des échanges convectifs en tout cas. Ce qui définit l'efficience de l'épuration dans ce cas-là, c'est bien sûr la dose d'ultrafiltrat générée. Effectivement, l'ultrafiltrat, c'est ce qu'on a filtré du sang du patient, c'est le déchet. Plus on a de déchets, plus on a réussi à épurer le sang de notre patient. Mais de quoi va dépendre la dose d'ultrafiltrat générée ? Eh bien déjà, le débit d'ultrafiltration dépend de la concentration du produit que l'on veut épurer. Évidemment, plus on en a, plus il y en a à retirer. Ça dépend aussi du coefficient de tamisage, c'est-à-dire la taille des pores de la membrane. Sur ça, on ne peut pas vraiment agir, cela dépend de la membrane avec laquelle on a épuré notre malade. Et ça dépend également du débit de filtration. Sur ce dernier point, par contre, on va pouvoir agir. Parce que le débit de filtration dépend de la pression transmembranaire, la fameuse PTM que l'on doit surveiller. Or, pour jouer sur la PTM, on doit jouer sur le débit sanguin. Si j'augmente le débit sang, forcément, la pression exercée contre la paroi de la membrane va augmenter. Il existe donc une relation essentielle entre le débit sanguin et la dose d'ultrafiltrat, donc l'efficacité de l'épuration. Si je veux augmenter ma dose d'ultrafiltrat, je dois avoir un débit sanguin suffisant. On peut représenter ça avec un autre schéma. On reconnaît ici la pompe à sang, celle qui va aspirer le sang du malade et créer une pression dans le filtre. Et ici, nous avons un liquide de substitution branché en post-dilution. Nous sommes bien sûr avec un circuit d'hémofiltration.
Alors, on peut réaliser deux choses ici. Déjà, la PTM ne va pas être la même au début et à la fin du filtre. Effectivement, elle va s'essouffler, diminuer le long du filtre, et les échanges seront plus efficaces au début du filtre plutôt qu'à la fin du filtre, à cause notamment des forces de frottement. La deuxième chose, c'est que comme on épure l'eau et les petites molécules, et que c'est les grosses molécules et les globules qui restent, on va avoir une hémoconcentration à la fin du filtre. Et l'écoulement des globules dans les petites fibres du filtre devient difficile. Si on n'y fait pas attention, ça va finir par faire une sorte de confiture en fin de filtre. Et l'étape d'après, c'est la coagulation. Alors comment faire pour limiter cet effet de viscosité et l'effet de baisse de pression le long du filtre? Eh bien, il suffit de mettre un débit sanguin suffisant. Ça va nous permettre d'avoir une pression efficace jusqu'à la fin du filtre. Comment faire pour bien le régler notre débit sanguin? Eh bien, c'est assez simple, puisque c'est encore une valeur affichée sur la machine. C'est ce qu'on appelle la fraction de filtration, notée FF. La fraction de filtration, c'est un pourcentage, et ça correspond à la proportion du plasma qui va être ultrafiltré. Là, c'est une formule simplifiée. On prend aussi en compte l'hématocrit du malade dans la vraie formule. C'est pour ça que l'on doit absolument renseigner cette valeur lorsqu'on initie une séance, avec la Prismaflex notamment. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette fraction de filtration doit toujours être inférieure à 25%, pour éviter les problèmes que l'on vient d'évoquer. Plus elle est élevée, plus l'effet d'hémoconcentration va être important en fin de filtre. Forcément, si on demande beaucoup d'ultrafiltrat pour un petit débit sanguin, ça va se boucher. Donc on a deux façons d'agir sur cette fraction de filtration, avoir un gros débit sanguin ou avoir peu d'UF. Mais comme on l'a vu, l'UF représente l'efficacité de notre épuration, donc le but c'est d'en avoir le plus possible. Il va donc falloir trouver un bon compromis. Le débit sanguin le plus élevé possible, avec l'UF le plus bas possible pour nos objectifs chez notre patient, c'est-à-dire assez d'UF pour que notre épuration soit efficace, mais pas plus. Et la chose qu'il faut absolument retenir, dans notre pratique, c'est de ne jamais avoir une fraction de filtration au-dessus de 20-25%, peu importe la situation. Donc en clair, ne jamais diminuer le débit sanguin sans toucher aux autres paramètres. Et c'est là qu'il va falloir aborder la notion de pré- et post-dilution. On a ici notre circuit d'hémofiltration, le sang arrive dans la membrane et ressort vers le patient, et on génère de l'ultrafiltrat. Le liquide de substitution que l'on renvoie au patient, on a dit qu'on avait deux moyens de lui rendre, avant le filtre, en pré-dilution, ou après le filtre, en post-dilution. En général, on restitue le liquide en post-dilution. Schématiquement, l'hématocrit de notre patient était à 30 en arrivant dans le filtre. L'hémoconcentration fait que l'hématocrit va passer à 35 à la fin du filtre. On rend ensuite le liquide que l'on a soustrait et l'hématocrit revient donc à 30 avant de retourner au patient. Chez un patient avec une hématocrit déjà élevée, ou chez un patient chez qui on ne peut pas avoir de débit sanguin élevé, donc inférieur à 200 ml/min, l'effet viscosité va être très important en fin de filtre. Pour cela, on peut choisir de rendre le liquide de substitution en pré-dilution. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on fait de la pré-dilution, on va diluer le sang du patient, c'est le but. On fait baisser l'hématocrit avant que le sang ne traverse le filtre. Donc il y a moins cet effet de viscosité qui nous gênait. Mais qu'est-ce qu'on a filtré dans la membrane? Eh bien, un peu de sang du malade et un liquide tout propre, qui n'avait pas besoin d'être nettoyé. Donc si on utilise de la pré-dilution, nos membranes vont durer plus longtemps, mais l'efficacité de l'épuration sera très impactée. C'est pour ça que parfois, on associe les deux. On va administrer le liquide de substitution un peu en pré-dilution et surtout en post. On voit souvent du 30% en pré-dilution et 70% en post-dilution. Ça nous permet de faire durer nos membranes plus longtemps tout en gardant une certaine efficacité de clairance. Et si on fait de l'hémodiafiltration, eh bien dans ce cas, le liquide de substitution, il faut éviter de le mettre en pré-dilution. Pourquoi? Parce que si on le met en pré-dilution, on dilue le compartiment sanguin, donc on fait baisser les concentrations des produits qui se trouvent dans le sang, et donc les échanges diffusifs, il n'y en a plus beaucoup. Donc dans ce cas, il faudra éviter la pré-dilution et augmenter au maximum la post-dilution, sauf si on n'a vraiment pas le choix. Alors rapidement, en pratique, ça donne quoi? Voici un écran du moniteur Prismaflex. On peut voir qu'on est en CVV-HDF, donc de l'hémodiafiltration continue, c'est-à-dire du transport diffusif, de la dialyse, et du transport convectif, de l'hémofiltration. Ici, on peut voir que notre débit sanguin est réglé à 200 ml par minute. Avec ça, j'ai une pression d'entrée relativement importante, à moins 207 mm de mercure. Il va falloir surveiller ça parce que je suis proche de la zone rouge, réglée à moins 250. Et si je la dépasse, le traitement s'arrête. Mais pour l'instant, ça tourne et les autres pressions sont correctes.
Concernant le dialysat, on peut voir qu'il circule à contre-courant du sang à 1000 ml par heure. Et le dialysat souillé sera récolté dans la poche à effluent à un débit également de 1000 ml par heure. Concernant ma solution de substitution, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, l'ultrafiltrat qui est généré en appuyant fortement sur la membrane va être rendu au patient à la fois en pré-dilution et en post-dilution. En effet, je peux voir que la pré-pompe sang, qui correspond à la substitution en pré-dilution, est égale à 500 ml par heure. Et la substitution en post-dilution, qui est indiquée ici sous le terme de réinjection, est à 800 ml par heure. J'ai donc davantage de post-dilution que de pré-dilution. Et je n'ai pour l'instant aucune perte patient. Mon prélèvement liquide patient est à 0. Ça veut dire que tout ce que je prends du sang du patient, je lui renvoie dans le même temps, tout est compensé. Donc l'effluent total est égal à 2300 ml par heure, parce qu'il récupère le dialysat à 1000 et la substitution totale, l'après et la post, qui sont égales à 1300, 500 plus 800. Ici, on peut voir que la fraction de filtration est égale à 14%. On est loin des 20-25% qui indiqueraient une forte hémoconcentration en fin de filtre. Et ici est indiquée une chose à laquelle on ne fait pas souvent attention. La dose effluent et la dose d'ultrafiltration réelle. Ce sont ces deux valeurs qui m'indiquent réellement l'efficacité de mon épuration. La dose d'épuration que l'on fait est égale à 34 ml par kilo et par heure. C'est ce que l'on récupère dans notre poche à effluent, ce sont tous les déchets créés par notre épuration. Les recommandations disent que l'on doit, en hémofiltration continue ou en hémodiafiltration, se situer aux alentours de 20-25 ml par kilo et par heure d'effluent minimum pour être suffisamment efficace. C'est la dose minimale pour tout patient. Et malheureusement, la dose effluent affichée ici est loin de correspondre à la valeur réelle, parce que la machine va souvent s'arrêter à cause de problèmes de KTE, d'un patient qui bouge ou qui s'agite, ou simplement parce que l'on va devoir changer les poches de liquide, etc. Enfin, on peut voir ici nos fameuses pressions de surveillance, la perte de charge et la PTM. On peut voir sur le graphique créé la cinétique de l'évolution au cours du temps. Ici, mes pressions augmentent de manière linéaire au cours du temps et elles ne sont pas à des valeurs très élevées. Ça m'indique que mon épuration se fait correctement et que ma membrane n'est, pour le moment, pas en train de coaguler. Ça, je le vois avec la perte de charge. Ou de se colmater, et ça, je le vois avec la PTM.